Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le IBio Show. Nous sommes, je sais plus quoi, c'est le 23, je crois, non? Euh, 23, oui. le 23 novembre de l'an de grâce 2016, et je suis avec un jeune homme bien fait de sa personne qui s'appelle Jean-Marc Leroux. Alors Jean-Marc, aujourd'hui, on va parler de blockchain. D'abord, tu vas te présenter. Tu as Mhm. plusieurs entreprises. Comment ça se passe? Je suis entrepreneur. J'ai créé ma société à la sortie d'école d'ingénieur. J'ai fait l'école qui s'appelle EPITA. Donc, je suis entrepreneur en fait depuis 6 ans. J'ai créé une société qui s'appelle Iris, qui développe une plateforme cloud pour la collaboration en réalité virtuelle. Et je contribue donc au collectif Ma Voix sous forme de bénévolat en fait. D'accord. Et donc, pourquoi tu es parti dans la blockchain? Je suis parti dans la blockchain d'abord parce que je me suis intéressé au vote et qu'au sein du collectif Ma Voix, tout le monde avait l'air très intéressé par le potentiel de cette technologie. Et comme j'aime beaucoup tester des nouvelles choses, je me suis dit que c'était intéressant de regarder à quoi ça pouvait servir pour le vote en ligne. Alors avant de te demander pourquoi Cocorico, moi j'ai beaucoup de gens sur mon wall Facebook, de temps en temps je parle du vote en blockchain, mais beaucoup de ces gens qui sont a priori très numériques jusqu'au bout des doigts râlent parce qu'ils pensent que le vote papier c'est nettement mieux parce que ça ne permet pas de faire de la corruption. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, la première chose, c'est qu'il y a un statu quo. On est né avec le vote papier, on pense que nécessairement le vote papier c'est infaillible. Alors qu'en fait, quand on regarde, il y a beaucoup d'élections, pas forcément des élections majeures en France, par exemple, mais il y a beaucoup d'élections où il y a de la fraude. Ne serait-ce que l'élection la primaire qu'il y a eu ce week-end, il y a des soupçons de fraude, par exemple, alors que c'est un vote papier. On sait que les élections qu'il y avait eu à l'UMP, pour le secrétariat de l'UMP, il y avait eu une fraude qui a failli faire exploser le parti en vol. Donc la fraude, elle existe. Il y a des pays comme cet été où il y a eu une fraude dans un pays d'Afrique où pour 75 000 euros, voilà, le président sortant n'était pas le même. Donc la fraude, ça existe pour le vote papier. Ça, c'est le Hein. premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, en fait, les gens appliquent un discours au vote électronique qui s'applique au vote papier ou même à d'autres formes d'échanges électroniques, par exemple les transactions bancaires. Les gens ont confiance dans la transaction bancaire et pour eux, c'est fiable. Pourtant, le vote ne serait pas fiable, alors que derrière, finalement, quand tu transfères de l'argent, c'est un peu comme quand tu transfères un vote. C'est le même genre de transaction. Si on arrive à faire que ce soit fiable d'utiliser les transactions bancaires, ça devrait être fiable de pouvoir faire du vote en ligne. Bon, on va essayer de leur faire changer d'avis. Alors d'abord, pourquoi la plateforme que tu as mise sur pied pour ma voix et qui a été utilisée dans la plateforme laprimaire.org dont on va parler, pourquoi l'appeler Cocorico? Parce qu'il fallait un nom qui sonne bien. Donc il y a cette allitération, voilà, ça sonne pas trop mal. Il y a le côté un petit peu aussi, c'est un symbole français, c'est un symbole de fierté. Il a effectivement les pieds dans la merde, mais il sonne le réveil. C'est le réveil matin, c'est celui qui dit maintenant il faut se bouger, le soleil s'est levé, faut aller au travail. Donc c'est une sorte de réveil citoyen, on va dire. Voilà. Ouais. Et alors tu peux nous commenter ce slide? Alors le contrat du vote, l'idée c'est que au sein de ma voix, le but ça va être de faire élire des députés citoyens qui vont être présents à l'Assemblée nationale comme n'importe quel député. La différence c'est que ces députés viendront au départ de citoyens tirés au hasard et une fois qu'ils auront été élus par le processus d'élection classique, ils devront voter à l'Assemblée ce que les citoyens leur demanderont de voter. Comment ça marche? C'est si tu as 10 députés voix à l'Assemblée nationale, par exemple, et que tu as, lors d'un vote, 40% de gens pour le projet de loi, 30% contre le projet de loi et 30% qui votent blanc, eh bien tu auras sur ces 10 députés 4 qui vont voter pour, 3 qui vont voter contre et 3 qui vont voter blanc. Ce que ça veut dire, c'est que quand les gens vont dire à ces députés ma voix ce qu'ils doivent voter, on doit être certain que le vote qui est fait et est fiable. Et donc c'est pour ça que j'ai résumé en fait cette notion de fiabilité dans ce que j'appelle le contrat de vote. Donc un vote il doit être unique, c'est-à-dire que chaque personne ne doit voter qu'une fois. Chaque votant doit être une personne unique, physique, qui ne vote qu'une fois. Le vote doit être secret et anonyme. Ça c'est aussi demandé par la Constitution, donc tant qu'à faire. Autant être en règle. Et puis quelque chose de majeur et qui manque aujourd'hui aux ventes en ligne, c'est qu'il doit être dépouillable et vérifiable. Et c'est notamment là où la blockchain va apporter pas mal d'intérêt. Mais vérifiable, ça veut dire quoi? On va vérifier que M. Jean-Michel Billot a bien voté ou comment ça se passe? Alors,
L'idée, c'est de permettre à chaque individu, via ce qu'on appelle la preuve de vote, de pouvoir vérifier que le vote qu'il a fait a priori été enregistré tel quel. Donc c'est une sorte de reçu où on va pouvoir comparer le vote, l'intention de vote que tu avais au départ avec ce qui est enregistré effectivement dans la blockchain. D'accord. Alors là, par exemple, tu peux là aussi nous détailler. Alors l'idée, c'est que ce qui est assez amusant, c'est qu'en concevant cette plateforme de vote en ligne qui évolue, mais finalement on a réussi à faire correspondre en quelque sorte des éléments techniques numériques avec des éléments de la vie réelle pour un vote papier. Donc par exemple l'isoloir, ça devient en fait l'application web qu'on va utiliser pour voter. Le bordereau d'émargement, là où on dit à voter et où on signe, ça va devenir un serveur web avec une base de données. Et l'urne numérique, là où on stocke les bulletins, ça va devenir la blockchain, pour faire simple. D'accord. Donc c'est un coffre-fort, quoi, en gros. Alors en fait, finalement, c'est effectivement comme si on mettait chaque bulletin de vote dans un coffre-fort où il y avait 3 clés. La première clé, c'est l'identité numérique. Aujourd'hui, elle est fournie par France Connect, donc dont on reparlera juste après. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est fourni par le gouvernement, par un tiers. Donc la plateforme ne stocke pas d'identité, il n'y a même pas de concept d'utilisateur dans le modèle de données, donc il n'y a rien à voler parce qu'on ne stocke aucune donnée personnelle. La preuve de vote qui permet en fait, qui est possédée par le votant et que lui peut utiliser pour vérifier son vote et qui est anonyme. Et la base de données distribuée, donc la blockchain, qui fait en sorte que quand on va voter en ligne, le bulletin de vote numérique, il va en fait être enregistré sur des milliers de machines, enfin autant de machines qu'on comporte le réseau blockchain, pour être sûr que tout le monde a toute la base de données et tout le monde peut vérifier son contenu. Alors et celui-là ? Là, l'idée, c'est de dire qu'on va essayer de répartir les responsabilités. Il faut absolument pas que pour utiliser la plateforme, les gens aient besoin de faire confiance à ma voix ou à la plateforme elle-même. Donc ce slide, il montre en fait comment on répartit les responsabilités. Et le but, c'est qu'il y en ait un maximum dans les cases vertes et roses. Pourquoi? Parce que les cases vertes, ça s'exécute chez le client, chez l'utilisateur. Donc c'est dans son environnement à lui. Et donc il est maître des données qui sont générées et qui sont utilisées. Et dans la partie rose, parce que c'est la blockchain, donc c'est public. Et c'est vraiment écrit de façon fiable. Et donc le travail en fait depuis 1 an, c'est de faire en sorte que ce qui était dans les cases bleues aille dans les cases vertes ou roses. Et on va essayer en début d'année prochaine qu'il n'y ait plus rien dans les cases bleues. C'est le but. Et que en fait les serveurs Mavoie ou les serveurs de Cocorico, on n'ait pas besoin de leur faire confiance. Toutes les données soient vraiment chez les gens ou dans la blockchain. Alors justement, l'authentification des votants. Tu as parlé de France Connect. Ouais, on a 2 façons d'identifier les gens en fait dans Cocorico. La première qu'on a implémentée, c'est France Connect. Donc France Connect, j'y reviens un peu après dans le slide suivant, mais rapidement, l'intérêt c'est que ça apporte des identités qui sont certifiées uniques et réelles, un peu comme une carte d'identité numérique, mais c'est pas tout à fait le cas, comme on le verra. Et il y a un deuxième mode d'authentification qui, faute de mieux, s'appelle JWT aujourd'hui, c'est le nom de la technologie qui est utilisée. Ce deuxième mode, il sert à quoi? Il sert dans le cas où une application tierce, comme la primaire.org par exemple, veut fournir sa propre base de données utilisateur, qui existent déjà, qui sont déjà authentifiés, elle peut le faire via ce second mode d'identification. Alors, France Connect, pourquoi pas une carte à mémoire, comme par exemple en Estonie? Alors, France Connect, le but premier, ça va déjà être, pour les administrations, d'avoir une sorte de guichet unique dans lequel tu peux mettre le login mot de passe de n'importe quelle administration pour accéder à n'importe quelle administration. Donc, c'est de simplifier en fait la gestion des identités, de ce qu'ils appellent l'identité pivot, entre différentes administrations. Dans ce qui est utilisé pour France Connect, il y a ce qu'on appelle les niveaux EIDAS. C'est une norme en fait qui va définir à quel point on identifie la personne. Et dans cette norme, ça inclut par exemple le biométrique ou des cartes à puce. Après, c'est pas encore déployé, je crois, au sein de France Connect, mais c'est prévu qu'on puisse demander une authentification forte qui aille jusqu'à une carte à puce ou un capteur biométrique, par exemple. Voilà, mais ça c'est vraiment du côté de France Connect. On peut considérer que France Connect est sérieux, quoi. Il n'y a pas moyen de le pirater. Aujourd'hui, France Connect, ça utilise des protocoles standards. Donc, ça utilise OpenID Connect. Donc, c'est la même technologie qu'utilisée par Google+, par Facebook pour gérer l'authentification tierce. Ça, c'est un premier bon point. Le deuxième bon point, c'est que ça permet quand même d'accéder à tes impôts ou à ta sécu.
Donc, il y a nécessité quand même que derrière, effectivement, les bases de données en question elles soient correctement gérées. Ce qui est intéressant pour nous, c'est du coup comment défaire complètement l'identification des gens à France Connect. Un, il n'y a pas à nous faire confiance à nous. Deux, on ne stocke pas d'identité, elles sont stockées chez France Connect. Et trois, c'est le gouvernement qui s'occupe de sécuriser et de passer à l'échelle de la plateforme. Donc nous, on peut dire... Qui a mis ça sur pied dans l'administration? Alors, je sais plus exactement, je crois que c'est la DINSIC et la DGPA, mais c'est la mission en fait de modernisation du gouvernement qui a pour but, de l'État, voilà, qui a pour but en fait d'arriver à ce qu'ils appellent l'État plateforme. Et donc, une de ses premières briques, c'est France Connect. Alors, tous les Français sont dans France Connect? Alors, si tu peux passer au slide suivant, on verra que c'est pas tout à fait le cas en fait. France Connect aujourd'hui, ça va être adossé sur le recensement. Donc, ce que ça permet d'avoir, c'est d'être sûr que chaque utilisateur est un utilisateur physique, réel, qui existe, et un seul. Mais c'est adossé sur le recensement, ça veut dire que c'est les gens qui résident sur le territoire français, et pas les citoyens français. Ça, c'est une différence importante. Donc, c'est pas une carte d'identité, mais c'est le mieux qu'on ait aujourd'hui à disposition. Et à travers le monde, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives similaires. Il y a l'Estonie qui fait mieux, avec une carte d'identité. Mais aujourd'hui, on est quand même pas trop mal placé, faut admettre. D'accord. Est-ce que tu penses qu'à terme, le gouvernement français va nous payer une carte comme en Estonie? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Moi, ce qui est sûr, c'est que en concevant la plateforme, on s'aperçoit que la notion d'identité centralisée, comme une carte d'identité émise par un État, et la notion de blockchain et de décentralisation ne sont pas compatibles. Et que ce soit une carte électronique ou autre chose, ce serait intéressant que on s'intéresse aussi à l'identité décentralisée. Voilà. Je pense que c'est un enjeu pour le gouvernement et pour simplifier l'administration. Alors l'autre, le JWT, là? Alors JWT, c'est pour des applications qui ont déjà des utilisateurs. La première.org, en l'occurrence, ils avaient un peu plus de 80 000 utilisateurs enregistrés dans leur base de données. Ils se sont dit, je ne veux pas demander aux gens de se réinscrire, etc. Je veux gérer moi-même ma base d'utilisateurs. Et donc pour ça, comment ils font? Ils les passent en fait. Donc ils peuvent intégrer Cocorico dans leur site web directement. Et dans l'URL d'appel, ils vont passer en fait l'utilisateur via ce qu'on appelle un JWT. Donc c'est une sorte de chaîne de caractères qui est sécurisée pour être sûr que la connexion entre Cocorico et lapremière.org, les utilisateurs qui sont passés soient bien des utilisateurs lapremière.org qui existent. D'accord. Voilà. Alors est-ce qu'on peut concevoir avec ce JWT, que d'autres organisations ou de nombreuses organisations utilisent Cocorico chacun dans leur coin? C'est le but. Le but, c'est de dire, en fait, vous avez une plateforme et dès que vous avez besoin de vote, vous pourrez l'intégrer. Tu sais, un petit peu comme le bouton like de Facebook, tu peux intégrer un bouton like à n'importe quel site web. Ou YouTube, tu permets d'intégrer n'importe quelle vidéo YouTube dans n'importe quelle page web. Ce qu'on veut proposer, c'est la même chose avec le vote. Donc, n'importe quelle application qui a besoin d'insérer du vote pourra insérer un bouton de vote et un module de vote. Et si elle veut passer sa base de données utilisateur pour ce vote, elle pourra faire via JWT. Si elle veut s'assurer que les utilisateurs sont uniques et réels, elle pourra le faire via France Connect. C'est le choix, c'est la plateforme qui décide. Donc on en reparlera, mais tu vois un bouton voter sur des sites web de toute nature. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est comme ça que ça a été intégré dans la première.org. Tu avais donc 5 candidats, tu avais 12 candidats au total, et chaque votant avait un lot de 5 candidats. Et quand tu vas aller évaluer un candidat, tu cliquais sur un bouton qui ouvrait une fenêtre qui était en fait Cocorico directement. Donc c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Et le but, c'est vraiment de dire que le vote, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui est compliqué. Il y a une infrastructure derrière, on en reparlera, qui peut coûter assez cher. Le but, c'est de fournir tout ça gratuitement et ouvertement, et que du coup, les autres plateformes s'en servent le plus simplement possible. D'accord. Alors là, j'ai pas tout compris là. Alors, c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans les détails techniques. L'idée, c'est que comment est-ce qu'on va arriver à gérer une identité qui est centralisée, donc une carte d'identité fournie par un État par exemple, avec une blockchain qui est décentralisée, où il y a la notion d'identité forte n'existe pas de la même façon. Donc c'est pour expliquer comment ça marche. En fait, quand tu votes, donc chaque enveloppe, là c'est par exemple un bulletin de vote. Ces bulletins de vote, donc l'application web, quand tu cliques sur je vote, ce bulletin est envoyé. Avant d'arriver sur la blockchain, il va passer par le serveur, représenté en bleu, et donc c'est le serveur central
qui va dire est-ce que l'identité est valide ou pas, est-ce que la personne a déjà voté ou pas, et si ces deux conditions sont OK, il va laisser passer le vote sur la blockchain. Donc c'est pour expliquer qu'en fait, on n'est pas sur une application pure blockchain, complètement distribuée et décentralisée. On a ce petit goulot d'étranglement pour être sûr que l'identité qui arrive, elle est valide. Alors techniquement, comment ça marche hein? Alors, ça c'est un slide vraiment très résumé pour montrer les différents composants qu'il y a. Ce qui est important en fait, c'est que la blockchain, c'est en termes de vitesse de réaction, c'est pas aussi rapide qu'un site web normal. Donc un site web normal, tu cliques sur un bouton, en quelques millisecondes, tu as une réponse. La blockchain, notamment Ethereum qu'on utilise ici, elle a un cycle plutôt toutes les 14 secondes. Donc un des enjeux, ça a été de mettre des couches en fait entre la partie web et la partie blockchain pour gérer en fait cette différence d'ordre de grandeur dans le temps de réponse. Donc ce que je te propose, c'est sur les slides suivants, on va voir en fait le trajet d'un bulletin de vote pour comprendre par où est-ce qu'il passe et techniquement qu'est-ce qui se passe en fait derrière. Peut-être avant, tu as parlé d'Ethereum, tu peux nous en dire un mot? Ouais, alors Ethereum, c'est une technologie, c'est un logiciel qui implémente en fait une version de la blockchain. C'est un projet open source qui est mené par une fondation éponyme qui s'appelle Ethereum. C'est également ce qu'on appelle le réseau Ethereum ou la blockchain Ethereum. Donc c'est un ensemble d'ordinateurs en fait dans le monde qui font fonctionner ce logiciel et qui sont connectés en pair à pair. Voilà, donc le nom Ethereum, il désigne à la fois la fondation, à la fois le logiciel et à la fois le réseau sur lequel ce logiciel tourne. Alors on peut revenir là, donc le votant a validé son bulletin. Tout à fait. Alors là, on va voir étape par étape en fait ce qui se passe, quelle est la vie en fait d'un bulletin de vote depuis le moment où tu cliques sur je vote jusqu'au moment où il est enregistré. Et on va voir où est-ce que la blockchain intervient et quel est un petit peu techniquement comment ça vit. Donc la première étape, donc tout ce qu'on voit en vert, c'est ce qui se passe dans l'application. Donc le votant, il va valider son bulletin. Là, ça va faire deux choses. Ça va générer la transaction du bulletin de vote qu'on voit en violet juste en dessous, enfin en rose, et ça va générer également la preuve de vote. Donc tout ça, c'est envoyé en fait au serveur et sous la forme d'une requête web tout à fait classique dans laquelle on a la transaction et l'identité de la personne qui vote. D'accord. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc le serveur, comme on l'a vu sur le schéma juste avant, ça va agir un peu comme un douanier en fait. Ok, donc il va vérifier l'identité d'abord, est-ce qu'elle est valide ou pas, est-ce qu'on a déjà voté. Si tout est ok, il va faire deux choses. Premièrement, il va enregistrer la signature de l'identité du votant dans une base de données. Donc ça, c'est la partie orange qu'on voit en bas. Ça permet de faire en sorte que si la personne essaie de revoter une deuxième fois, on pourra identifier qu'elle a déjà voté. Donc ici, c'est une signature numérique, mais c'est vraiment très proche d'une signature comme quand tu signes sur un papier, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu vois ta signature, tu peux la reconnaître, donc tu sais que c'est la tienne, et donc que tu as déjà voté. Par contre, avec ta signature, je ne peux pas savoir quel est ton nom, ton prénom et qui tu es. Donc le but de la signature numérique, ça va être de dire, voilà, si la personne revient voter, je saurais dire qu'il a déjà voté, mais à partir de la base de données, je ne peux pas savoir qui a voté. Donc ça reste anonyme. Tu vois le principe? Et donc une fois que ça s'est enregistré, ça envoie l'identité de la transaction du vote dans ce qu'on appelle une file de messages, dans laquelle tous les bulletins de vote vont aller en fait s'empiler pour être traités par la blockchain. D'accord. La étape suivante? Alors, ce qui se fait un peu en parallèle, c'est que dès que la signature est enregistrée, on va renvoyer en fait la preuve de vote à l'application web pour que la personne puisse la télécharger et l'imprimer. À cette étape-là, en fait, on considère que le vote, il est quasiment indélébile et que donc la personne peut faire autre chose et qu'elle a un reçu qui est valide. Donc on va lui donner ce reçu-là pour qu'après elle passe à un autre vote ou qu'elle fasse autre chose de sa journée. Et tout ce qui se passe à partir de maintenant. Ouais. Pourquoi j'ai besoin d'un reçu? Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'une fois que le vote est fini, ta preuve de vote, tu pourras la scanner ou tu pourras l'envoyer sur le serveur pour que lui il comptabilise en fait tous les votes qui sont conformes aux preuves de vote qui ont été téléchargées. Donc ça permet de vérifier en fait combien de votes ont été audités et certifiés valides par les votants. Mais ça sert qu'à ça. Je peux pas l'opposer à un tiers ce reçu. Alors, ce reçu, il est anonyme, hein, donc tu peux l'envoyer à qui tu veux, tu peux l'envoyer à d'autres gens pour qu'ils le vérifient si tu veux. Mais effectivement, ça sert juste à vérifier que le vote que tu as fait à ce moment-là a été inscrit tel quel et a été comptabilisé tel quel dans l'urne numérique. Alors, j'ai reçu mon reçu, je te l'envoie. Qu'est-ce que tu peux en faire, toi? Alors, donc ça, c'est seulement quand le vote est fini.
Donc une fois que tout le monde a voté et que le vote a été fermé, tout ce qu'on peut en faire, c'est moi ce que je peux en faire en tant qu'utilisateur lambda, c'est aussi bien que toi aller vérifier que ce vote existe dans l'urne numérique. Comme c'est un papier et que c'est anonyme, tu pourrais très bien envoyer ce papier-là, on pourrait très bien les envoyer à plein de gens qui vont tous vérifier que toutes les preuves de vote sont valides, par exemple. Avoir des sortes d'assesseurs numériques qui se regroupent en association. D'accord. La étape suivante. Alors là, c'est ce qui se passe en fait une fois qu'on a envoyé la preuve de vote à la personne, où le vote est considéré comme étant en train d'être écrit et déjà indélébile. Donc on a en fait un service sur un serveur qui tourne, qui va prendre les messages et qui va les traiter. Et ça se fait en 3 étapes. La première étape, ça va être une première transaction blockchain qui va dire je vais enregistrer sur la blockchain l'utilisateur qui est en train de voter. Donc ici, c'est pas l'identité en fait France Connect de la personne, c'est un compte blockchain, donc c'est juste un numéro aléatoire qui a été généré. C'est juste que le serveur va dire ce numéro aléatoire, il a le droit de voter. Moi, je le reconnais. À un moment, j'ai vu son identité, je sais que c'est un mec qui existe et je sais qu'il n'a pas déjà voté. Donc ce numéro de votant, il a le droit de voter. Ça, c'est la première étape. Mhm. Ensuite, il y a une deuxième étape au slide suivant. Ah, pardon. Donc là, en fait, ça va dans la blockchain. La blockchain enregistre le fait que la personne a le droit de voter, et ensuite elle émet un événement pour dire ok, j'ai fini ça c'est enregistré, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc à cette deuxième étape, je crois que tu as sauté un slide. Ah, pardon. Hop, C'est ça. exactement. Donc deuxième étape en fait, donc là l'utilisateur est enregistré, donc on va reprendre le message dans la file, et là on va dire bah maintenant qu'il est enregistré, je vais lui donner un peu d'Ether pour voter. Alors l'Ether c'est quoi? L'Ether c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. C'est la devise qui a cours sur le réseau Ethereum, et c'est la devise qui est consommée quand on veut faire des opérations sur la blockchain. Donc par exemple, quand je vais enregistrer mon bulletin de vote, bah, ça va coûter un peu d'Ether. Voilà, c'est une sorte de frais d'enregistrement si tu veux. Et donc avant que la personne puisse voter, on va initialiser son compte avec un peu d'Ether pour dire voilà, je te donne tant d'Ether, tu as le droit de faire un vote. Et donc c'est ce que fait en fait cette étape-là. Ça va être enregistré dans la blockchain va émettre un événement pour dire ok ça c'est fait, c'est enregistré, la personne a un peu d'Ether pour voter, je remets le message dans la file. Et donc là on passe à l'étape... L'Ether, ça correspond à de l'argent? non, l'état en fait c'est que ton message dans la file d'attente, d'abord il est juste dans la file, ensuite il va être ah bah je suis enregistré, ah bah j'ai suffisamment d'Ether pour voter. C'est différentes étapes en fait dans le traitement du bulletin. Et il y a une des étapes qui dit Ouais. j'ai suffisamment de devises pour voter. C'est une des étapes qui dit ça. Ouais. Mais qui me donne les devises en question? Alors ça c'est une très bonne question. Normalement sur le réseau Ethereum, donc c'est la devise qu'on gagne en faisant ce qu'on appelle du minage. C'est-à-dire qu'on a, pour faire simple, on a des machines qui font des calculs, qui sécurisent le réseau, et quand elles sécurisent le réseau, on les récompense avec de l'Ether, donc de la devise. Dans le cas présent ici, parce qu'au sein du réseau Ethereum, la devise, donc l'Ether, elle est alignée avec un taux de change sur l'euro, c'est une devise qui vaut de l'argent, si tu veux. Et donc c'est un problème parce que ça veut dire que les votes coûtent de l'argent. Donc ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est qu'on n'est pas sur le réseau Ethereum, on a fait notre propre réseau blockchain, et sur ce réseau, en fait, on a en fait un compte Racine qui a beaucoup d'Ether et qui est capable de dire toi t'es identifié, t'as le droit de voter, je te donne un peu d'Ether, une sorte d'autorité Racine. Ok. Alors dernière étape ou avant-dernière? Dernière étape, bah en fait la transaction de vote qui a été générée par le navigateur web de la personne, on l'a fait suivre telle quelle. Donc là tu vois la petite brique rose qu'on voit, c'est la même brique rose qu'on retrouvait au début du process et qu'on fait juste transiter directement. Voilà, la personne, sa transaction de vote c'est ça, elle est signée par la personne, on ne peut pas la modifier, elle va sur la blockchain et elle est enregistrée. Et donc sur la blockchain, quand on va envoyer la transaction, ça va vérifier est-ce qu'il a de l'Ether pour voter et est-ce qu'il a été enregistré comme un compte valide. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement la transaction de la personne est enregistrée. D'accord. Et donc il faut 3 transactions pour enregistrer un vote. D'accord. Alors là, on fait quoi là? Et bah à la fin, il dit bah les 3 transactions ont marché. Et donc du coup, je vais dire dans la base de données, voilà, le vote est défini pour que je sache quel est l'état en fait du vote à la fin. Voilà toute la mécanique là que l'on revoit. Voilà, alors c'est très simplifié. Ça évolue en permanence, mais c'est vraiment le fonctionnement global avec les différentes parties. Ouais. Alors là, quelques éléments statistiques. Tout à fait.
Donc ça, c'est ce qu'on a mesuré pendant le premier tour de la primaire.org. C'est pas forcément des données définitives, hein. On est en train de revoir tout ce qu'on a en log. Ce qui est important, la donnée la plus importante, c'est en fait combien ça coûte et à quelle vitesse ça va. Alors, on a enregistré des blocs qui permettaient de faire jusqu'à 9,5 votes par seconde. Alors, ce calcul, comment on le fait? Donc, la blockchain, c'est une suite de blocs. Et dans les blocs, on met les transactions. Donc, sur la blockchain Ethereum, il y a un bloc toutes les 14 secondes. Dans un bloc, on avait réussi à mettre au moins 400 transactions. Et il faut 3 transactions pour faire un vote. Donc tu fais le calcul, ça fait 9,5 votes par seconde. Voilà. Donc on sait que avec le premier tour de la primaire.org, on a réussi à faire au moins ça. Ok? Donc c'est intéressant en termes d'ordre de grandeur. Pour donner un ordre d'idée, c'est quand même, si je devais juste faire une base de données classique, ok, c'est au moins 10 fois plus lent qu'une base de données classique avec une API web classique. Donc c'est un ordre de grandeur plus lent quand même. Il faut le prendre en compte. Et donc ça va apporter des contraintes. Peut-être qu'on peut faire mieux, on va voir au second tour qui aura lieu en décembre, mais c'est déjà encourageant. Et donc en termes de chiffres, combien ça coûte? L'étape où on initialise le compte de la personne pour qu'elle vote, ça correspond à 0,67 Ether, qui à l'époque du premier tour de la primaire.org, ça représentait environ 8 € pour 1000 votes. Donc ça, c'est si on est sur le réseau Ethereum, où effectivement l'Ether est une devise alignée sur une monnaie fiduciaire comme l'euro. Si on fait notre propre blockchain, notre propre réseau, et c'est notre but, bah du coup ces coûts-là n'existent pas. L'Ether est juste une sorte de ressource virtuelle qui n'est alignée sur rien, sur aucune monnaie fiduciaire réelle. L'ensemble des votes qui ont été initiés dans la première point se trouve sur combien d'ordinateurs? Alors aujourd'hui c'est une blockchain privée où il y avait un seul ordinateur. Le but c'est que au second tour on arrive à avoir un réseau. Et le but à terme, comme j'expliquerai à la fin, c'est même d'avoir un réseau conséquent où on aurait des universités, des institutions, des sociétés et aussi des citoyens qui pourraient donc participer à sécuriser le réseau. D'accord. Voilà. Mais on y va étape par étape parce qu'il y a pas mal de contraintes. Alors justement, impliquer les citoyens, ça veut dire quoi? Impliquer les citoyens. Il y a pas mal de gens, et moi le premier, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça, qui se sentent extrêmement frustrés par la politique. Et ils se disent comment je pourrais. Ah bah ouais, alors là tu te reconnais dans ce constat, non? Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens puissent, même sans beaucoup s'investir, juste utiliser des ressources qu'ils ont pour permettre à des initiatives citoyennes, à des moyens comme ceux qu'on développe ici, de prospérer tout en restant neutre, tout en restant fiable. Voilà. L'idée, il y a 3 pistes. La première, c'est de permettre aux gens d'installer la blockchain chez eux en fait. Donc une petite application à télécharger et à installer. Et donc en faisant ça, les gens, par exemple, quand leur ordinateur partirait en veille, ils pourraient contribuer à sécuriser le réseau blockchain de Cocorico. Si tu te rappelles, en fait, je crois que c'est la NASA qui a mis ça en place, le projet SETI, où tu pouvais installer son ordinateur, voilà, et participer au traitement des signaux qui viennent de l'espace pour détecter une vie extraterrestre. Là, ce serait un peu pareil, sauf que ce serait pour détecter une vie politique ou une intelligence politique. Donc voilà, les gens pourraient contribuer en installant une simple application qui contribue au réseau blockchain. La deuxième idée, c'est d'aller un peu plus loin et de dire, bah, on va vous fournir un petit boîtier, vous n'avez rien à installer, vous le commandez. Quand vous le commandez, vous contribuez un peu financièrement et vous allez aider en fait le projet. Et ce petit boîtier, donc c'est une sorte de Raspberry Pi, vous le branchez sur votre box internet et directement, ça va pareil contribuer à la sécurisation du réseau. Et tu as une idée du coût du boîtier? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est complètement des pistes qui sont lancées. Vu que la première mise en pratique, ça date d'il y a à peine 3 semaines, c'est vraiment des idées toutes neuves qu'il va falloir discuter avec tous les gens impliqués, ma voix et toutes les autres plateformes. C'est vraiment des pistes. Voilà. Alors, attends, je reviens là-dessus. Le financement. Alors le financement, là encore, c'est très très récent. Hein. Donc c'est juste des pistes qui sont apparues. Et en rencontrant des gens, en fait, je te rends compte qu'il y a plein de choses à faire possibles. Moi, en tant que personne qui est vraiment fait naître ce projet sous la partie technique, en fait, l'aspect technique, il y a 1 an, et qui l'ai fait évoluer avec quelques contributeurs,
Ce que j'aimerais, c'est que la plateforme, elle reste neutre. Pour moi, le but, c'est vraiment que ce soit un commun numérique et que toutes les plateformes qui ont besoin de vote puissent utiliser la plateforme et que le modèle économique et le financement de cette plateforme-là s'adapte à cette contrainte-là et non l'inverse. On n'est pas là pour faire du fric, d'accord? Du fric, il y a plein de moyens d'en faire. Il y en a vraiment plein. On est là surtout pour, premièrement, fournir quelque chose qui est indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie qui place les citoyens au cœur du processus. Donc c'est la priorité numéro un. Et effectivement, pour que ce soit le cas, que ça reste neutre, l'idée c'est de créer une fondation, comme sur le modèle de la fondation Linux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait une fondation qui pourrait recevoir des financements. Ce serait aussi une fondation où les différents projets Civic Tech pourraient avoir des contributeurs qui viennent contribuer au code en fait. De la même manière, tu as des gens chez Google, Facebook, IBM qui contribuent au code de Linux. Là, tu pourrais avoir des gens de différentes Civic Tech qui viennent contribuer techniquement au développement de la plateforme. Et puis après, le but de la fondation, c'est aussi, comme je l'avais un petit peu expliqué, c'est de dire pour que la partie financière, fiduciaire en fait de la blockchain ne soit pas un frein et que les votes ne coûtent pas du vrai argent, on veut impliquer les citoyens via les solutions que j'ai expliquées juste avant, mais on veut aussi impliquer les institutions, les universités et les entreprises pour dire bah vous avez de l'infrastructure, elle vous sert pas vraiment aujourd'hui, pas forcément, bah contribuez à votre infrastructure, prêtez-nous du temps de calcul pour notre blockchain et on peut faire une blockchain citoyenne sur laquelle justement le but ce sera pas l'argent, le but ce sera un réseau citoyen auquel tout le monde contribue et où toute la donnée est ouverte et sécurisée. Mais toi, pour finaliser l'ensemble du projet, dans cette fondation, tu as besoin d'un peu de sous quand même, non? J'ai besoin d'un peu de sous, donc on est en train de regarder combien ça pourrait coûter. Aujourd'hui, c'est complètement du bénévolat. Donc il y a 0 € qui ont été investis par qui que ce soit. C'est juste moi, le soir et le week-end, dans le métro. Enfin, dès que j'ai un peu de temps, je code. Et il y a quelques contributeurs qui viennent au hackathon. Ouais. Donc c'est complètement du bénévolat. Mais par ailleurs, ma voix, c'est complètement du bénévolat. La primaire.org, c'est aussi beaucoup de bénévolat. Donc pour l'instant, c'est juste de la bonne volonté. C'est juste qu'il faut pas être naïf. Si on veut que ces projets ils subsistent, si on veut qu'ils puissent vraiment prendre l'ampleur qu'ils peuvent avoir dans nos démocraties, il faut du financement, il faut de l'argent. Aujourd'hui, j'ai pas encore chiffré parce qu'on est encore en train de démontrer à quel point c'est viable. Je pense que le second tour de la primaire va démontrer que c'est parfaitement viable. On cherche d'autres expérimentations début 2017 pour prouver que c'est sans aucun doute viable à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. Le financement, ça va se poser en fait en parallèle de ça en fait. Voilà. Alors dis-moi, en France, on a, je sais plus, 40 millions de gens inscrits sur les listes électorales. Un vote papier pour l'ensemble de la France sur un référendum, par exemple, ça coûte plus de 100 millions d'euros. Là, avec un vote en blockchain, ça coûterait combien si les 40 millions s'expriment? Alors, c'est des chiffres qui sont encore une fois très jeunes, mais pour faire simple, ça serait a priori au moins 100 fois moins cher. Donc ça veut dire que là où tu ferais un référendum, tu pourrais en faire 100. Donc ou alors tu pourrais en faire 50 et ça coûte 2 fois moins cher. Donc le but, si tu veux, à la fin, et c'est vraiment très important, c'est pas de dire on va remplacer l'élection présidentielle ou on va remplacer les législatives ou non, pourquoi pas. Le vote papier, c'est pas trop un problème à ce niveau-là. Il y a des plateformes de vente en ligne qui sont mises en place en France qui sont pas très fiables. Donc peut-être qu'on pourrait les remplacer celles-là. Mais globalement, c'est surtout de dire finalement, on va pouvoir demander l'avis des gens bien plus souvent. On va pouvoir le faire et ça coûtera pas cher. Donc les votations ou le référendum citoyen, ça deviendra quelque chose de crédible, de simple à mettre en place parce qu'il y aura une plateforme numérique pour le faire et ça coûtera pas cher. Et donc on va pas forcément demander aux gens de voter tous les jours, mais sur les sujets importants, on pourra le faire très simplement. À ton avis, ça va venir du haut? C'est l'État, les élus qui vont imposer la blockchain ou Cocorico, ou ça va venir de la base, d'une base multiple d'ailleurs? Alors, ce qui est intéressant avec ma voix, c'est que c'est du hack. Parce que ça consiste à dire, on ne change pas la Constitution, on joue avec les règles. Les règles, c'est on peut lire des députés. Le seul truc qui change, le hack, c'est que les députés, ils vont voter ce qu'on leur demande de voter. C'est pas tout à fait du mandat impératif, c'est un peu borderline. C'est pour ça que c'est du hack, si tu veux. C'est du hack, mais c'est le changement qui vient d'en bas. Ça, c'est sûr. Et je pense que toutes les autres initiatives citoyennes, Civic Tech, qui ont besoin du vote,
si elles vont dans ce genre de hack, au moment, par exemple, tu as les conseils municipaux. Tu as beaucoup aujourd'hui de petites villes qui n'ont plus de conseils municipaux parce qu'ils sont trop, il n'y a pas assez de gens pour le faire ou tout simplement il n'y a pas les moyens pour le faire, les moyens techniques ou financiers. Là, pareil, on va pouvoir apporter des solutions. Donc, je pense que ça va venir du bas d'abord et que voilà, c'est pour ça que la plateforme doit être accessible et que toutes les initiatives puissent pousser par le bas. C'est le premier point. Si cette plateforme se met en place, est-ce que tu penses qu'on va arriver à la démocratie directe à terme? Ben, je sais pas. Et en fait, je sais même pas si c'est nécessaire ou pas. Et donc, c'est un peu lâche ce que je vais te dire. Je vais te dire, en fait, moi, je pense qu'il y a besoin de cette plateforme-là, que ce soit pour voter comme les Suisses le font, de la votation, une fois par an, ou que ce soit une fois par mois, ou que ce soit sur toutes les lois. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est utile, on en a besoin, que le sujet doit être traité correctement, avec neutralité, avec fiabilité. Et ce qui est sûr également, c'est que si on arrive à désintermédier le rapport entre le citoyen et les prises de décision qui sont faites en politique et au Parlement notamment, quel que soit le degré de cette désintermédiation, on va y gagner. C'est sûr qu'on va y gagner. Est-ce que ce sera une démocratie directe complète? Est-ce que ce sera une votation très fréquente, très facile à activer? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a besoin de cet outil-là. Et donc moi, je dis, comme je ne sais pas, bah, je fournis l'outil, je fournis le moyen, et j'espère que d'autres gens vont faire le reste. Enfin, voilà. Actuellement, on rentre dans une période où on disrupte pas mal de choses. Pourquoi pas disrupter le système politique traditionnel? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il ne faudra pas que le vote. Par exemple, il y a des indices, la fiscalité, c'est un des éléments les plus importants. Bon, pour moi, ça me semble étrange que la fiscalité, on n'ait pas une intelligence artificielle et de la simulation et de l'intégration continue sur la variation des indices fiscaux, par exemple. Voilà. Donc, si tu veux, pour moi, je ne sais pas s'il y a besoin d'une démocratie directe ou pas. Je n'ai vraiment pas d'idée arrêtée là-dessus. Mais je pense que ça, c'est une des briques qui va faire que le système marchera mieux. On verra en allant, comme disait ma grand-mère. C'est un peu ça. Et c'est le côté un peu pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester assis sur une chaise à réfléchir pendant 2-3 ans, ce qu'on fait très bien en France. Dans le public et dans le privé, trop souvent, en fait, les gens ils s'arrêtent et ils réfléchissent et ils pensent que en réfléchissant 1 an et demi ou 2 ans, ils vont trouver une super solution. Là où effectivement, moi j'ai plutôt de l'ingénierie, ben non, faut tester quoi. Quand tu es scientifique, tu testes, très vite tu testes. Tu as une théorie, tu expérimentes et tu apprends ton expérimentation. Et c'est exactement ce que fait ma voix, c'est exactement le but de la plateforme, c'est d'aller taper directement dans le concret, de se prendre le mur en pleine face. Et la première poire, ça a été ça. Hein. Le but c'était de dire, ils nous ont fait confiance, hein. Mais nous on a dit, bah on sait pas si ça va marcher, c'est la première fois qu'on le fait, on va se prendre des murs, on s'en est pris, hein. Mais ça a marché et c'est comme ça qu'on avance. D'accord. Dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres systèmes du même acabit? Il y a d'autres systèmes du même acabit. À ma connaissance, il n'y a pas de systèmes qui ont été testés à une aussi grande échelle. Donc ça veut dire quoi? Pour donner une idée, aujourd'hui, donc le vote qui s'est passé sur la première poire, le premier tour, ça représente environ 55 000 votants, enfin 55 000 votes plutôt, et donc environ 175 000 transactions blockchain. 175 000 transactions blockchain, ça représente 3 jours de fonctionnement total de la blockchain Ethereum, du réseau Ethereum. Ok? Alors, le vote, il a duré 10-12 jours, mais si tu fais une petite règle de 3, ça veut dire que sur cette période de 10-12 jours, la plateforme de vote, elle aurait consommé, je crois, quelque chose comme un quart ou un cinquième du trafic mondial Ethereum. Donc déjà, ça veut dire que ce qui a été fait avec cette plateforme, avec la première poire, ce premier test, qui n'est qu'un premier tout petit test, c'est déjà une des plus grosses applications blockchain qui ait jamais été faite. Là, c'est important. Même pas Civic Tech ou autre, genre toute application confondue, c'est déjà très significatif. Il y a d'autres plateformes, donc, blockchain ou pas, mais généralement, elles n'ont pas ce genre de volume, ou alors elles n'ont pas les mêmes garanties. Et ça, c'est important. Et encore une fois, c'est que le début. Donc, le but, c'est de faire au moins 4 fois plus en décembre. Donc, la prochaine étape, c'est sur la première poire, le deuxième tour. C'est ça, on va se reprendre des murs. Au lieu d'avoir une douzaine de milliers de votants, le but c'est d'avoir au moins 50 000, donc on va faire au moins x4. Et donc, donc on sera dans les 50 000 votes. Et le but c'est après de dire comment est-ce qu'on peut monter à un demi-million
de votes, et puis après à 1 ou 2 millions par exemple tout de suite après quoi. Bon. Donc lui c'est de Eh ben, ouais. bravo, hein. Bravo, c'est vraiment très bien. Alors toi, tu vas rester en France alors? Alors moi je vais rester en France, je ne sais pas. Je ne Ah sais bon? pas. Ma société aujourd'hui, on crée une filiale au Canada. J'ai pas de plan immédiat pour partir au Canada, mais ça pourra arriver dans les 1 à 2 ans. Je ne sais pas. Ce qui est de bien, c'est que finalement, je suis pas contraint par le territoire, hein. Je peux contribuer à cette plateforme sans être sur place. Ce qui est sûr, c'est que la fondation aujourd'hui, qui, selon moi, doit être créée, c'est pas forcément moi qui la dirigerai, c'est pas forcément moi qui, voilà. J'aurai pas forcément suffisamment le temps, donc il faut lâcher le bébé et lui donner des ailes. Et donc, je cherche des gens pour m'accompagner Bon. dans ce domaine-là. Ouais, Voilà. écoute, si tu as besoin de moi, je suis ton bonhomme. C'est ce que j'ai compris. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Et je pense que tu as tout à fait un rôle à jouer, ouais. Bien sûr. Bon, bah écoute, j'étais en retraite, je m'amusais peinard, mais je vais reprendre. Désolé, désolé. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo, hein, bravo. Merci. Mais les gens, c'est l'Épithèque ou l'Épita que tu as fait, toi? Epita. L'Épita. Epita. Bah, les gens de l'Épita, c'est quand même pas rien, hein. Bon, bah écoute, on va dire au Merci. revoir à tous ceux qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder. Ouais. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, au revoir tout le monde, mais nous, on reste connectés, hein. Ouais, au revoir.